Bonjour à toutes et à tous, merci aux fidèles, merci à celles et ceux qui sont présents au Quai des Savoirs de Toulouse. Je vous rappelle que vous pourrez, par le truchement, par l'intermédiaire du SMS, nous envoyer des questions que nous soumettrons ensuite à la fin de cette table ronde à nos invités par le 07 69 69 38 33. Alors on va traiter ce matin une question qui est devenue quasiment existentielle. Les algorithmes sont-ils devenus les nouveaux maîtres de nos cerveaux? On en discute tout de suite avec Lionel Nakache, qui est neurologue et neurophysiologiste, Aurélie Jean, qui est docteur en sciences et entrepreneur, CEO et fondatrice de In Silico Veritas, CIO et cofondatrice de DPEEX, et c'est Jean-François Bouvet, docteur en neurobiologie, essayiste et éditorialiste, qui va animer les débats. On peut les applaudir. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour ce débat. Donc on va parler d'algorithmes. Je pense que c'est quelque chose qui finalement mérite d'être précisé dès le début. Donc on va demander dans un premier temps à Aurélie Jean ce qu'est un algorithme. Où trouve-t-on des algorithmes? Où se niche-t-il dans notre vie quotidienne? Depuis quand les algorithmes existent-ils? Et d'où vient ce terme? Merci beaucoup Jean-François et merci pour l'invitation à Futurapolis. Donc un algorithme, c'est littéralement une séquence d'opérations à exécuter selon une certaine logique, selon une certaine hiérarchie pour résoudre un problème, répondre à une question. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, ce sont des algorithmes numériques, donc destinés à être implémentés dans un programme informatique pour tourner sur un ordinateur comme votre téléphone portable. Et donc on interagit avec ces algorithmes au quotidien, que ce soit pour travailler, pour communiquer, pour faire du sport, pour se soigner, pour interagir, etc., pour se déplacer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'algorithmes numériques, inconsciemment, mais en fait, l'algorithmique est une science beaucoup plus ancienne, puisque même si le nom date du 9e siècle de notre ère, qui est le nom latinisé du mathématicien perse Al-Khwarizmi, algorithmie, dont aussi vient le nom algèbre, la référence du raisonnement algorithmique date de l'époque d'Euclide, 3 siècles avant notre ère, avec son œuvre magistrale des éléments, qui était destinée à développer des éléments de raisonnement logique pour, entre autres, démontrer des théorèmes. D'accord, merci beaucoup. Ce qui est intéressant dans ce débat, à mon sens, c'est qu'on va pouvoir confronter le point de vue d'un neurobiologiste éminent, neurologue, avec le point de vue d'une mathématicienne spécialiste des algorithmes, Aurélie. Lionel, moi, je voudrais qu'on réfléchisse à la question de savoir, et là vous aurez tous les deux à vous prononcer, quels sont finalement les apports réciproques de la connaissance du cerveau à l'intelligence artificielle et réciproquement, quels sont les apports de l'intelligence artificielle à la connaissance du cerveau. Alors Lionel d'abord. Bonjour à tous, bonjour Jean-François, Aurélie et Boris. Je dirais qu'il y a deux éléments principaux. Un premier qui n'est pas du tout spécifique aux neurosciences, c'est qu'on fait usage évidemment de ces outils algorithmiques qui sont extrêmement puissants et qui vont pouvoir nous aider à travailler. Mais je dirais que de ce point de vue-là, on le fait comme n'importe quel autre type de laboratoire. On peut s'intéresser à la recherche sur le foie, sur les hépatocytes, sur n'importe quoi. Et il y a une puissance de calcul et d'analyse qui nous est offerte par les sciences algorithmiques. Et donc ça, c'est un premier usage non spécifique. Le deuxième qui sera peut-être plus intéressant aujourd'hui et qui nous intéresse aussi, c'est de voir à quel point il peut y avoir une sorte de dialogue entre les deux aspects, et notamment à travers ce qu'on appelle le neuromimétisme, qui est une sous-branche, parce que l'algorithmique, Aurélie, c'est son expertise, ce n'est pas la mienne, mais évidemment, on peut faire beaucoup d'algorithmique sans du tout s'intéresser au cerveau. Mais on peut essayer de voir également si on peut tisser des parallèles entre les structures et le fonctionnement d'un cerveau humain, notamment des réseaux de neurones. Et très vite, il y a eu des analogies, même mathématiques, de neurones artificiels, de neurones numériques qui essaient de simuler certaines des propriétés de base d'un neurone. Donc il y a le deuxième aspect, c'est de dire à quel point en échangeant entre nos disciplines, on peut faire progresser à la fois le décryptage du fonctionnement d'un cerveau humain en le modélisant par des réseaux numériques et des algorithmes numériques. Quand vous parlez de similitude entre cerveau et puis intelligence artificielle, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, par exemple, alors on peut aller loin là comme ça, parce qu'il y a aussi peut-être mini-digression.
un des éléments qui, pour moi, on pourra en discuter, joue aussi un rôle spectaculaire. C'est un peu comme la chute du mur de Berlin en 89, où personne ne l'attendait pendant des années, on a l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose, en fait. Eh bien, dans notre domaine, une fois de plus, je ne suis pas mathématicien, mais les éléments que j'avais de connaissances, on avait été déçus. En fait, moi, je suis né en 69, et dans mon éducation scientifique, on avait été déçus par le fait qu'il y avait une naissance de l'algorithmique numérique, et qui avait buté sur un truc qui s'appelle le perceptron, et qui ne pouvait pas résoudre une opération logique aussi simple que le XOR. Et donc, du coup, on pensait que c'était fini, quoi. Je caricature un peu. Et quand 20 ans après, en fait, il y a une explosion par des nouvelles approches, le deep learning, etc., on assiste à une vraie révolution que beaucoup d'entre nous n'avaient pas du tout imaginée. Donc là, il y a un effet de surprise qui a totalement transformé la donne en très peu de temps. Alors, un exemple très, très simple, c'est que donc depuis plus d'un siècle, et notamment les travaux de Cajal, qui a eu un prix Nobel pour ça en 1906 ou 1905, on sait qu'on peut décrire le cerveau comme un réseau de neurones. Et les neurones, si vous voulez, c'est des sortes de cellules individuelles, individualistes même. Elles sont séparées les unes des autres. Elles communiquent par des points de contact que tout le monde connaît, qu'on appelle des synapses. Donc on peut décrire un cerveau comme un réseau de neurones. Et à ce moment-là, dans les opérations cognitives qu'on teste, nous ensemble, par exemple la lecture, la conscience, etc., on peut suivre comment les différentes couches, les différentes régions du cerveau ont une sorte de dialogue et de communication de l'analyse à différents niveaux de représentation de l'information. Et à ce moment-là, on peut se tourner vers nos collègues spécialistes des algorithmiques et de l'intelligence artificielle pour nous dire, est-ce que vous pouvez nous mimer, nous modéliser ce que nous, on vous décrit de manière corrélationnelle et voir si on peut du coup en avoir un aspect presque causal et explicatif. Voilà, un exemple. D'accord. Alors, vous avez employé le terme de deep learning ou de machine learning. Aurélie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, nous expliquer ce qu'est le machine learning et le deep learning? Bon, je sais que vous travaillez actuellement sur un projet qui est absolument passionnant, donc qui permettra a priori de prévoir les cancers du sein en analysant des mammographies à un stade où les médecins ne voient absolument aucune trace de tumeur. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce machine learning et ses Bien applications? sûr. Alors ce que disait Lionel, c'est exactement vrai. C'est très rigolo parce que peu de personnes parlent du perceptron, peu de personnes parlent de cette étape dans l'histoire et en fait tout le monde s'arrête au réseau de neurones dans les années 90, alors qu'en fait il y a eu une histoire avant qui a raté, mais après qui a réussi. Dans le machine learning, en fait, ça représente un type d'algorithme, ce que j'appelle moi les algorithmes implicites. J'en parle dans mon premier et dans mon deuxième livre. C'est tous les algorithmes dont la logique va être définie implicitement par un entraînement sur un jeu de données représentant le scénario sur lequel on souhaite que l'algorithme réponde à une question, résoudre un problème, comme dans votre cas par exemple. Quand vous dites, voilà, on veut que les scientifiques modélisent ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend vos jeux de données et on va essayer d'entraîner, par exemple, un réseau de neurones. Et le réseau de neurones fait partie des nombreux types d'algorithmes de machine learning. Et le réseau neuronal, parce qu'il y a d'autres trucs, il y a par exemple l'apprentissage statistique, qui est encore autre chose. Donc le réseau de neurones, ce dont parle Lionel et ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport au cerveau, a été vraiment en fait initié par des gens qui ont justement, comme vous l'avez très bien dit, fait l'analogie avec le réseau de neurones humains pour pouvoir définir un réseau neuronal avec des nœuds, enfin c'est comme ça que j'appelle ça des nœuds mathématiquement, et à chaque nœud vous avez un ensemble de paramètres que vous allez identifier, optimiser par apprentissage en traitement algorithmique, où en fait il y a littéralement un travail de rétropropagation, où on va avoir un jeu d'entrée, on va avoir un jeu de sortie, le jeu de sortie étant la réponse à laquelle l'algorithme va devoir trouver par rapport à ce jeu d'entrée, et par un système d'optimisation, on va identifier les jeux de paramètres. Donc c'est ça qu'on fait quand on fait de l'apprentissage. Et c'est vrai que on peut, comme vous l'avez très bien dit, par cette approche de machine learning, on peut. Donc le deep learning, c'est quoi? C'est du réseau neuronal à plusieurs couches. Donc ça permet d'aller plus loin dans l'abstraction du problème à résoudre. Bien évidemment, ça génère, on pourra peut-être en parler, mais un peu plus d'opacité, bien évidemment, du modèle en question. Mais c'est pas forcément un problème. On peut aussi maîtriser l'explicabilité de l'algorithme. Mais en tout cas, voilà, c'est des méthodes qui permettent, donc qui ont été inspirées par le fonctionnement du cerveau, et c'est des méthodes qui peuvent aussi, comme vous l'avez très bien dit, comprendre le fonctionnement du cerveau, parce que c'est en modélisation de manière générale, c'est en modélisant et en simulant un phénomène qu'on peut davantage le comprendre. Et ça, c'est un paradigme très classique en sciences. C'est en le modélisant qu'on va réussir à comprendre, parce qu'en modélisant, on va définir notre connaissance, et puis on va voir si on match, si on correspond à la réalité, et du coup, ça permet de voir si nos connaissances étaient bonnes. Et moi, dans ce que je fais, par exemple, sur le travail sur le cancer du sein, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un modèle qu'on appelle hybride, donc il y a des mathématiques explicites et excusez-moi, je n'ai pas compris le nom. Hybride. D'accord. Hybride parce qu'il y a du machine learning, donc de l'apprentissage machine, donc de l'implicite,
et il y a des équations mathématiques, donc de l'explicite. Donc c'est les deux. Et typiquement, dans ce cas-là, on va, comme vous l'avez dit, nous, on est capable de détecter un signal faible, le signal faible du cancer, donc plus de 2 ans avant qu'on voit la tumeur en fait, sur une mammographie, par exemple. Et comment on a fait? Donc on a mis de la connaissance médicale, et puis on a entraîné sur un jeu de data qui sont le scénario sur lequel l'algorithme va devoir répondre à la question, à savoir des mammographies, entre autres. Et a priori, ça marche? Vous êtes Nous, oui, ça marche bien, et on va bientôt, on espère, déployer d'ici 1 an. D'accord. Donc vous dites que vous détectez des signaux faibles qui ne sont pas visibles apparemment par, disons, l'intelligence humaine, même si le terme n'est pas exactement adapté. Est-ce à dire que l'intelligence artificielle, finalement, est plus intelligente que l'intelligence naturelle? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux éléments de langage. L'intelligence artificielle, le mot que je n'aime pas trop, hein. Enfin, je sais pas Lionel, parce que voilà, moi je parle d'algorithmique, parce que voilà, en fait c'est de l'algorithmique et de la data qu'on fait. Hein. Mais l'algorithmique, l'IA, l'intelligence artificielle ne reproduit qu'un type d'intelligence, qui est l'intelligence analytique. Le raisonnement analytique ne va pas reproduire les autres types d'intelligence que vous connaissez bien mieux que moi, émotionnelles, créatives, de situation, qui sont des intelligences proprement humaines ou animales dans certains cas. Et donc ça, c'est important déjà à garder à l'esprit. Et puis quand les gens me disent « oui, mais alors les technologies peuvent faire mieux que nous-mêmes », je dis « mais moi, ma calculatrice, elle fait mieux que moi depuis très longtemps. C'est pas très grave, et tant mieux pour moi. » Donc il ne faut pas développer de réaction épidermique et essayer plutôt de comprendre. Et par exemple, typiquement, oui, en effet, le modèle qu'on a fait, il est capable de détecter quelque chose que l'humain ne peut pas détecter explicitement. Mais est-ce que vous savez ce que c'est, ce qui détecte? Oui, bien sûr. En fait, dans un phénomène, lorsqu'il est, entre guillemets, lent, relativement lent comme la majorité des cancers du sein, le signal fort, qui est l'apparition d'une tumeur visible sur une mammographie, en fait, est précédé de signaux faibles. Des signaux qui précèdent l'arrivée du signal fort et qu'on peut détecter avec des outils tels que des outils de machine learning, parce qu'ils peuvent aller très loin dans l'abstraction et ils peuvent détecter, dans les signaux faibles, en fait, ce qu'on va détecter, c'est des signaux qui se répètent, en fait, d'un jeu de données à un autre, et c'est des signaux qui sont reliés à ce signal fort. Donc il y a vraiment 2 niveaux d'approche dans ce modèle. Et oui, on sait ce que c'est. On ne peut pas les extraire explicitement. Oui, vous ne pouvez pas les extraire. Non. Par contre, on applique dans nos algorithmes en fait des méthodes d'explicabilité. Ça veut dire quoi? C'est le cœur, en fait, c'est un sujet très important dans l'algorithmique, c'est de dire qu'on fait des modèles de plus en plus opaques. Ça veut dire qu'on a du mal à connaître la logique de fonctionnement. Cela étant dit, on a des méthodes de calcul d'explicabilité qui nous permettent d'extraire en partie la logique de fonctionnement. Et ça se fait à 3 niveaux. Ça se fait avant l'entraînement, ça veut dire qu'on va appliquer c'est des calculs statistiques en fait. On va appliquer sur le jeu de données sur lequel on va entraîner. Premier truc qu'on va faire, c'est de l'échantillonnage. On va regarder la taille de l'échantillon, si ça change. On va regarder la nature, donc la valeur des champs de données. Et puis, il y a plein d'autres choses qui ont été créées par plein d'équipes dans le monde. C'est vraiment une discipline à part, qui s'appelle XAI, donc c'est Explainable AI, donc c'est le fait d'expliquer l'IA, et mathématiquement parlant. Et donc là, il y a des gens qui ont quand même travaillé sur des labels, un label de qualité de données, comme un label nutritionnel. C'est une équipe à Boston qui a fait ça. Après, vous avez l'explicabilité pendant l'entraînement. Il y a des méthodes d'entraînement qui permettent d'injecter dans l'entraînement de l'explicabilité parce qu'on sait des choses, en fait, sur pourquoi tel phénomène apparaît plutôt qu'un autre. Donc on va rajouter l'explicabilité sans contraindre le modèle, c'est important ça, sans contraindre l'entraînement. Donc l'entraînement n'est pas contraint, n'est pas abîmé par le fait qu'on injecte de l'explicabilité, mais nous, ça nous aide a posteriori. Et puis la 3e étape, qui est l'étape la plus grosse, en fait, la plus difficile, c'est une fois que l'algorithme est entraîné, on peut encore une fois appliquer des méthodes pour aller extraire une partie de la logique. Et comment on fait? On a un modèle opaque, ou quasiment opaque. Eh bien, on va créer à côté un modèle qu'on définit explicitement, et on va le créer de façon à ce qu'il corresponde dans les réponses, le modèle opaque. Ce qui fait qu'on va pouvoir, par la création de ce modèle explicite, comprendre la logique du modèle opaque. Vous allez me dire, pourquoi on ne prend pas le modèle explicite pour faire ensuite les calculs? On ne le prend pas parce qu'en fait, il ne définit qu'une partie de la logique, il ne définit pas toute la complexité de l'algorithme qui, lui, va être beaucoup plus efficace. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de méthodes pour aller extraire l'explicabilité et du coup, comprendre en partie les raisons pour lesquelles tel algorithme va donner telle réponse. Et c'est un apport fondamental pour éviter les erreurs, pour éviter les biais, donc les discriminations technologiques, tous les erreurs qu'on a vues ces derniers temps, ces dernières années, liées à des scandales qu'on a pu voir dans les médias, dus à des discriminations de genre, sur l'ethnicité, etc. Oui, tout à fait.
Lionel, j'aimerais bien qu'on parle des effets des outils numériques sur notre cerveau. Qu'est-ce que ça nous fait finalement? Comment le fait d'être constamment immergé dans le numérique affecte notre cognition? Et finalement, quelle est la marge de liberté du cerveau vis-à-vis de ces suggestions algorithmiques permanentes? Alors c'est de vastes questions qui nous fascinent ou terrorisent tous. On a évidemment des données parcellaires, mais déjà des données intéressantes, essentiellement sur le type de stratégie cognitive qu'on utilise. Et là aussi, peut-être je suis tout à fait d'accord avec Aurélie. Moi, d'ailleurs, d'utiliser le terme d'intelligence ne me gêne pas, dans le sens où, en général, quand on sanctuarise une sorte de disposition, on la coupe un peu le fait de pouvoir la tester, dire intelligence, ça ne veut pas dire qu'on englobe l'ensemble de la pensée humaine du tout, et qu'il y a différentes formes d'intelligence, comme vous l'avez très bien dit. Donc, ce qu'on sait, c'est que par exemple, nos stratégies cognitives ont déjà été impactées par l'utilisation, notre immersion dans les réseaux numériques, ce qui n'est pas une surprise. Moi, j'aime bien citer un article qui a été ensuite discuté, répliqué partiellement, etc., mais dont le but des résultats principaux sont assez intéressants. C'est un papier dans Science qui avait été publié par une équipe américaine. La première auteure, c'est Betty Sparrow. Oui, tout à fait, oui. Et qui a fait une étude, alors, je ne sais pas si on a 1 ou 2 minutes pour la raconter. Parce il faut la raconter. Le plus beau, c'est en fait ouais. c'est de montrer l'élégance en fait, Oui. des paradigmes de psychologie expérimentale. C'est-à-dire qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes en faisant de la psychologie. Et moi, par exemple, je suis neurologue et je fais de la recherche en neurosciences cognitives, mais je pourrais dire que l'étude du cerveau est surtout une boîte à outils pour comprendre la psychologie. C'est-à-dire qu'en général, le détour par le cerveau pour comprendre la pensée, c'est pas seulement d'avoir une cartographie à la fin de la pensée, ce qui a priori ne vous intéresse pas. Si vous êtes purement psychologue, vous en fichez de savoir si c'est dans telle ou telle région. Mais en fait, le détour par le cerveau, au-delà de la cartographie, va modifier votre définition même du phénomène psychologique étudié. Donc il y a une sorte de dialectique de boucle qui est fascinante. Donc l'expérience en question, c'est quoi? Il y en a 2. Le résultat principal, déjà, c'est de dire que lorsqu'on est face à une situation où on est en recherche d'informations, une information à laquelle on n'a pas un accès spontané, immédiat, qui va demander un effort, on n'est même pas certain de pouvoir la retrouver nous-mêmes, on a déjà intégré, mais sur un mode très automatique et même plus conscient, le fait que cette information, on sait où la chercher sur des moteurs de recherche. Alors si j'essaye en 1 minute de la raconter, l'expérience, c'est la chose suivante. Il y a une vieille manip des années 30 qui s'appelle l'effet Stroop, STR2OP, c'est le nom du psychologue américain qu'il avait, et vous l'avez toutes vu soit dans des livres, des documentaires ou dans des expositions. C'est si on vous demande par exemple de lire à voix haute un mot écrit, disons écrit en noir, vous pouvez le lire, je sais pas moi, le mot banane, vous lisez banane. Si on vous demande maintenant de dénommer la couleur de l'encre avec laquelle ce mot est utilisé, imaginons que le mot banane soit écrit en rouge, eh bien, vous allez déjà être plus lent parce qu'il y a déjà une interférence, une sorte de conflit cognitif entre l'activation automatique du mot que vous savez lire, parce que vous êtes un lecteur expert, et donc vous avez une activation lexicale pour arriver à prononcer le mot banane, mais vous ne devez pas faire ça, vous devez prononcer le mot rouge. Et donc ce conflit cognitif qui doit inhiber une réponse de lecture expert et puis aller sur la tâche moins habituelle qui est de dénommer la couleur de l'encre, ça va vous demander un coût cognitif et un temps qu'on peut mesurer, quelques dizaines de millièmes de secondes. Alors évidemment, ça culmine si en plus le nom de couleur est écrit dans une couleur différente. Donc si vous devez dire vert quand c'est le mot rouge qui est écrit en vert, ça devient... Mais juste le niveau intermédiaire, juste la couleur d'un mot. Et donc ce qu'ont fait Betty Sparrow et ses collègues, c'est qu'ils soumettaient des étudiants américains, il y a déjà maintenant 15 ou 20 ans, je ne sais plus, hein, c'est assez ancien, à des sortes de quiz, de questions de culture générale, soit des questions super simples, je ne sais pas, quelle est la capitale de la France, etc., soit des blocs de questions très dures, questions imbitables, personne n'a la réponse, on ne sait pas, on sait qu'il faut chercher ailleurs. Et après chaque bloc de questions, il y avait une petite séquence de Stroop où vous deviez dénommer la couleur de l'encre de mots qui étaient écrits, et à l'insu des gens, certains des mots qui étaient présentés étaient des noms de moteurs de recherche. Et ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en fait, quand vous venez de faire un bloc de questions difficile, quand vous devez dénommer la couleur du mot Google écrit en vert, vous êtes plus lent que quand vous venez de faire un bloc simple, ce qui est une façon d'interpréter qu'avant même qu'on leur présente le mot, le concept du mot de moteur de recherche était déjà préactivé. Et donc en le présentant écrit, ça suractive un peu plus et ça rend le conflit encore plus difficile à résoudre. Donc voilà une méthode totalement élégante. On n'a pas besoin de demander est-ce que vous pensiez à Google, ou est-ce que vous pensiez à Yahoo, à Wikipédia, etc. Et ce type d'approche permet déjà de montrer, ce qui est en même temps, ça enfonce une porte ouverte, c'est que quand on s'est tous vu dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, vous avez déjà votre main qui est en train de tapoter sur votre téléphone parce que vous cherchez une information. Donc on a déjà intégré ça. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que on a tendance à mémoriser les chemins d'accès à la connaissance plutôt que la connaissance elle-même. C'est-à-dire qu'on peut faire des manips sur des architectures de répertoire informatique ou autres. On a tendance à faciliter à changer notre stratégie cognitive de mémorisation
par mémoriser le chemin de l'accès à l'information plutôt que l'information elle-même. Et Mais ça, peut-être- ça, c'est passionnant. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que les zones impliquées, l'hippocampe, le cortex pariétal, vont être atrophiées maintenant dans les nouvelles générations? Alors, c'est une question. Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a cet effet, c'est Régis Debray qui appelle ça l'effet de jogging, je crois. C'est que quand on est confronté à une nouvelle situation, je sais pas, vous inventez une des grandes cités américaines où vous circulez qu'en voiture, ben, vous marchez moins, vous devenez obèse. Eh bien, l'effet de jogging, c'est que tout le monde se met à courir dans les années 80. Donc, on a toujours des mécanismes de rebondissement qui sont imprévisibles. Donc, moi, je crois beaucoup à ce genre de phénomène. Donc, je ne suis pas une vieille barbe juste dans l'absolu. Mais par contre, il y a des points qu'on peut souligner. Par exemple, le seul point qui, moi, aujourd'hui, m'apparaît comme le point absolument critique et auquel il faut faire extrêmement attention, c'est qu'on a besoin, pour avoir une pensée épanouie, d'avoir des périodes où on n'est pas dérangé. Il faut qu'on ait des périodes sans être de manière intempestive, coupées. On a besoin vraiment, dans notre créativité, dans notre conscience de nous-mêmes, d'avoir de longues périodes où on laisse notre esprit divaguer. Donc le seul point que je vois pour l'instant totalement négatif, de manière univoque et formelle, c'est que si vous êtes en permanence, et notamment chez des enfants, mais pas que, là c'est une difficulté. Mais juste pour finir, sans prendre trop de temps, Jean-François, ce que vous disiez, ah oui, est-ce qu'on va à notre cerveau atrophié? Penchez-vous, par exemple, lorsqu'il y a eu l'invention du livre de poche. Et vous voyez les réactions même de grands auteurs, hein, je ne veux pas spoiler ou je ne suis pas sûr si c'était Mauriac ou d'autres, plein de gens qui se sont dit mais attendez, le livre de poche est une catastrophe, le livre de poche on va avoir une atrophie mentale, cérébrale, etc. Il n'en a rien été. Et nous on aime bien en neurosciences cognitives se tourner vers une autre révolution numérique qui a eu lieu il y a 6000 ans et que quand même il y a 6000 ans, je pense à mes collègues Stanislas Dehaene, Laurent Coel et d'autres avec qui on travaille beaucoup dessus, il y a 6000 ans il y a quand même une révolution incroyable, c'est qu'on est passé de la préhistoire à l'histoire, on a inventé en fait l'écriture symbolique, on a inventé des systèmes d'écriture et de lecture, ça veut dire que pour la première fois on a inventé des prothèses mnésiques cérébrales où on peut stocker sous forme de symboles des pensées, des calculs, des informations, et déjà en Wi-Fi en plus, hein, donc c'était assez élaboré. Donc juste pour dire, on peut se tourner vers 6000 ans d'histoire. Comment la bascule du monde de l'oralité au monde de l'écrit, les civilisations de l'écriture, ont totalement transformé et on a changé nos stratégies, on a changé évidemment, je ne dis pas que ça n'a pas d'impact, mais ce n'est pas des impacts nécessairement négatifs, ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Mais c'est dû à quoi? Excusez-moi, c'est à la plasticité du cerveau? C'est dû à notre capacité d'adaptation? C'est quoi? Oui, c'est dû en fait à plusieurs grands phénomènes. Il y a à la fois les phénomènes de plasticité, effectivement, et une théorie aussi de mon ami Stanislas qui s'appelle le recyclage neuronal et qui marche assez bien pour la lecture notamment. C'est qu'effectivement, disons, le paradoxe qu'on aime bien présenter, c'est que 6000 ans d'histoire, c'est un clin d'œil pour l'évolution génétique d'une espèce. Donc en 6000 ans, un bébé humain est né en gros avec le même cerveau qu'il y a 6000 ans. Et pourtant, vous allez apprendre à lire alors que votre cerveau n'avait pas évolué pour que vous sachiez lire. Donc comment ça se passe? Et un des points qui est mis en avant, c'est qu'on recycle des réseaux cérébraux qui ont une lente évolution génétique pour arriver à sous-tendre telle ou telle fonction, et pour leur faire un pas de côté, pour faire quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas exactement le... Et par exemple, pour vous donner un exemple palpable de cet aspect pour la lecture, on va recycler, c'est incroyable, c'est qu'on a découvert en l'an 2000 une ère qu'on appelle l'ère de la forme visuelle des mots, qui est baptisée comme ça maintenant en neurosciences. C'est une petite ère qui, à quelques millimètres près, c'est la même pour tout le monde. C'est la porte d'entrée dans le système cérébral de la lecture, et cette région, c'est une région qui code l'identité abstraite des objets visuels, quels que soient les paramètres visuels de bas niveau, c'est-à-dire que vous voyez un tic qui vient de la gauche, de la droite, en image en miroir, en grand, en petit, eh bien, les neurones de cette région ont normalisé pour tous les paramètres physiques de bas niveau et ils répondent de manière assez abstraite. Eh bien, quand vous lisez, vous allez recycler ça pour les symboles écrits que sont les lettres et les chaînes de lettres. Et un point intéressant, c'est que pendant l'écriture, pour notre système d'écriture, on va faire perdre une partie de l'invariance qui est l'aspect en miroir. Et c'est pour ça que quand vous voyez un enfant, un petit enfant qui est en train d'apprendre à lire et à écrire, qui écrit un B sous la forme d'un D ou un P sous la forme d'un Q, ce type d'erreur, qui est tout à fait commune, elle vous montre que vous êtes en train de voir, vous assistez à la période d'éducation, de recyclage de ce réseau qui était invariant pour tous ces paramètres et que vous allez de manière assez lente, hein, en quelques mois, lui faire perdre cette petite propriété pour arriver à ce qu'à la fin, si je vous montre un mot écrit en miroir, vous ne saurez pas le lire. Alors qu'un tigre écrit à un tigre présenté en miroir, vous savez tout de suite que c'est un tigre ou une casserole ou je ne sais pas. Donc voilà, donc il y a cet aspect de recyclage et de plasticité, évidemment. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication et cette précision. Moi,
Il y a un autre aspect donc, que je voudrais aborder avec vous, Aurélie, c'est la question de l'effet bulle. On parle beaucoup de l'effet bulle, ou bulle de fil, concept qui a été théorisé par l'américain Eli Pariser, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est par rapport à l'usage quotidien justement des algorithmes sur un smartphone, par exemple, sur un réseau social surtout? Alors avant de répondre à ça, lorsqu'on parle d'effets bulles, on parle principalement des algorithmes dans des outils de communication tels que les réseaux sociaux. Il faut le dire parce que souvent, lorsqu'on parle des algorithmes, on parle tout le temps, enfin inconsciemment, les gens parlent des réseaux sociaux. Et en fait, c'est qu'une partie des algorithmes. Donc là, on va parler des algorithmes des réseaux sociaux. Et l'effet bulle est un des effets d'un type d'algorithme sur certains réseaux sociaux. Il faut toujours... Donc l'effet bulle, c'est quoi ? Alors moi, j'ai pas mis les mains sous le capot, mais j'imagine de ce qui se passe dans un outil comme Twitter. C'est qu'en fait, il y a plusieurs algorithmes qui tournent sur Twitter, comme par exemple des algorithmes pour vous suggérer du contenu, des algorithmes pour vous suggérer des gens avec qui vous connectez, par exemple. Et pour ça, on a derrière un autre algorithme qui tourne, qui est un algorithme de catégorisation. Par exemple, c'est de l'apprentissage statistique où on va catégoriser les utilisateurs de Twitter dans des classes, et on va les catégoriser vis-à-vis de similarités statistiques dans leur comportement. Ça veut dire quoi ? Donc, quand on fait de l'algorithmique et quand on crée un jeu de données d'entraînement, on a pour un point de données qui va être un utilisateur Twitter, on va définir autour de cet utilisateur des métadatas, donc des datas qui vont décrire cet utilisateur. Donc sur Twitter, ça va être son nom, son prénom, ça peut être son genre s'il y est, ça peut être le nombre de personnes qu'il suit, ça peut être le type de contenu qu'il va aimer, sa fréquence de commentaires, ça va être aussi l'analyse, le sentiment de ses commentaires, parce qu'on peut analyser sémantiquement, on peut savoir si c'est neutre, positif, négatif, etc., etc. Donc ça va décrire un utilisateur Twitter. On va du coup pouvoir ensuite projeter tous les utilisateurs Twitter, enfin un jeu d'entraînement, dans un espace multidimensionnel qui, chaque dimension, représente une métadata de l'utilisateur Twitter. Le nombre de personnes qui vous suivent, le type de commentaires que vous faites, la fréquence, etc. Et à partir de là, on va voir apparaître des clusters, donc des classes d'individus. Et on va regrouper ces individus dans des classes, donc, et on va en retour, et c'est là où c'est... Moi, j'utilise ces algorithmes, il n'y a rien de mal, c'est génial. On va du coup en retour appliquer un algorithme de suggestion de contenu qui est la théorie est la suivante, c'est de dire que vous appartenez à une classe, il y a de fortes chances qu'un contenu qu'une personne de votre classe a aimé va vous plaire en retour. Et cette théorie est bonne. Maintenant, quand vous allez très loin dans ces algorithmes et quand vous ne les testez pas au cours du temps ou vous les testez mal, ou voilà, pour des raisons intentionnelles ou pas, ce qui va se passer, c'est que les classes peuvent devenir rigides. C'est-à-dire que deux choses, déjà la morphologie des classes ne change pas, et les individus, les utilisateurs, ne passent jamais d'une classe à une autre. Du coup, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Vu que la suggestion s'appuie sur les gens qui appartiennent à votre classe, vous vous retrouvez dans une bulle d'opinion et d'observation. C'est ce qu'a théorisé Eli Pariser. Donc ces bulles, c'est pas une fatalité. On peut se poser la question de pourquoi ces bulles restent dans ce type de réseau. C'est tout simplement parce que ça va favoriser un modèle économique qui s'appuie sur la consommation massive sur des temps courts de manière accélérée. Donc forcément, on va davantage retweeter, liker et tout, des choses qui nous plaisent, voilà. Ou alors aussi des contenus transgressifs, polémiques ou haineux, mais ça c'est encore autre chose. Donc c'est un autre mécanisme qui est derrière ça, qui n'est pas l'effet bulle. Mais en tout cas, l'effet bulle, il est potentiellement dangereux parce qu'il vous enferme dans une bulle d'observation et d'opinion. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne voyez pas ce que les gens diamétralement opposés à vous pensent, disent et partagent. Vous pouvez être dans une bulle complotiste, par exemple. Exactement. Et par exemple, c'est comme ça que ça va renforcer les théories du complot, ça va renforcer la propagation des fausses nouvelles, etc., etc. L'effet bulle, en soi, c'est un phénomène qui est social, à la base sociologique. C'est-à-dire que l'effet bulle, il a toujours existé. On est dans des bulles sociologiques, on est dans des bulles géographiques, on est des bulles familiales, bref. Donc, c'est pas nouveau. La différence avec les réseaux sociaux et l'effet bulle théorisé par Eli Pariser, propre aux algorithmes, c'est que c'est quelque chose d'intangible et complètement pervasif et qui a des conséquences décuplées par rapport à un simple effet bulle social que l'on verrait dans la vie de tous les jours. D'accord. Mais est-ce qu'on peut duper l'algorithme pour sortir de sa bulle, en quelque sorte ? Alors, c'est marrant parce que tout le monde me pose la question parce qu'une fois, j'ai dit « Non, mais en fait, c'est trop drôle, vous pouvez aussi vous amuser à suivre des comptes que vous n'aimez pas et partager et liker, aimer des contenus que vous n'aimez pas. » Mais en fait, c'est pas la solution. Mais oui, vous pouvez jouer avec ça pour essayer de... Moi, par exemple, j'ai deux faux comptes avec lesquels en fait je fais exprès de suivre que des trucs que j'aime pas et ou des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, et c'est intéressant de voir ce qui m'est suggéré. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on peut le duper, mais ce n'est pas la solution. La solution, elle est dans toutes les pratiques de développement et de test de ces algorithmes pour éviter que l'effet bulle apparaisse et s'installe fermement dans la suggestion.
Et vous dites qu'ils ne sont pas mauvais par nature, parce que vous utilisez ces algorithmes vous-même. C'est la destination qui change et qui fait que notre perception change aussi. On se dit, ah ben, ça c'est en train de m'influencer, ça me met dans une sphère complotiste, alors que ça peut être un outil qui va vous aider juste par exemple, à avancer sur la détection du cancer du sein. Donc c'est l'histoire du marteau qui peut servir à taper sur un clou ou sur la main de quelqu'un qui... Et c'est très important de dire ça parce que l'algorithme de catégorisation ou l'algorithme de suggestion, c'est pas un mauvais algorithme à la base. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que je vais même vous dire une chose, c'est que si on n'avait pas d'algorithme qui tournait sur ces réseaux, sur ces outils en général, c'est des outils qui ne fonctionneraient pas. Ce serait juste des outils où on peut regarder du contenu. Vous allez sur le site du Point, je ne connais pas les algos du Point, d'ailleurs je devrais demander à Étienne ce qu'il y a là-dedans. Mais en réalité, si vous n'avez pas d'algorithme derrière qui tourne pour vous proposer du contenu pertinent en lien avec ce que vous avez regardé, commenté et partagé, c'est un peu dommage, quoi. C'est l'avantage d'un site et d'une plateforme par rapport à un journal traditionnel papier. Donc, vous avez très bien, c'est très bien, il faut le dire ça, parce qu'il y a deux choses. Les algorithmes, ce ne sont pas que les algorithmes sur les réseaux sociaux. Les algorithmes sur les réseaux sociaux ne sont pas tous mauvais. Et lorsqu'ils le sont, ce n'est jamais une fatalité. Après, il y a des choses qui sont compliquées. Attention, hein. Par exemple, détecter des contenus haineux, détecter des contenus inappropriés, c'est très compliqué algorithmiquement parlant. Et même si on arrive à éliminer 90% des contenus, les 10% qui restent, c'est ceux qu'on voit. Et souvent, on oublie qu'il y a une grosse partie qui a été éliminée aussi avec de l'interaction humaine. Hein, je ne vais pas en parler, mais c'est des problèmes qui sont complexes parfois. Mais l'effet bulle, ce n'est pas une fatalité. Mais qu'est-ce qu'a dénoncé finalement? Bon, il y a eu pas mal de battages autour de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, donc, qui a parlé justement des algorithmes utilisés par Facebook, qui s'appelle Meta maintenant, paraît-il. Qu'est-ce qu'elle dénonçait? Qu'est-ce qui se passait d'anormal qu'elle a dénoncé? Alors, ce qui est très intéressant avec les révélations de Frances Haugen en octobre, alors juste pour la petite anecdote, parce que je trouve ça très drôle, mon livre est sorti le 6 octobre, et Frances Haugen a révélé le 4 octobre. Et je me suis dit, je suis sûre que les complotistes vont croire que c'est ma copine, quoi. Et qu'elle a sorti juste avant la sortie de mon livre pour faire du buzz. Donc, mais c'est pas vrai, hein, je rassure. Ça alimente encore plus. Voilà. et en fait, dans ces révélations, les ingénieurs, les scientifiques, les gens qui s'y intéressent depuis longtemps, n'ont pas été étonnés. On le sait tous, en fait, ce qui se passe sur ces réseaux. La grosse différence, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un de l'intérieur, donc c'est une lanceuse d'alerte qui en parle, et qui en parle de l'intérieur, et qui, en plus, a mis à disposition un ensemble de documents qui sont des codes commentés, des fichiers de logs, des choses comme ça. Et c'est ça la différence, c'est qu'on a quelqu'un de l'intérieur qui parle, et donc on a une possible preuve. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et on va voir ce qui va se passer ensuite. Comment ça se passe dans notre cerveau, Lionel, pour qu'on soit justement maintenu dans cette bulle, pour qu'on continue de suivre? Il y a d'autres algorithmes, par exemple ceux de Tinder, où on a l'impression d'être très puissant parce qu'on swipe à gauche ou à droite et en fait on ne regarde pas l'heure passée. Ça vient toucher quelle zone du cerveau pour nous donner cette envie, ce petit plaisir Alors peut-être, là il y a plusieurs facettes dans votre question, hein, Boris. Une première déjà, c'est que pour revenir sur cette notion de bulle, c'est qu'effectivement c'est... Comme Aurélie disait, évidemment que les bulles préexistent à Internet, etc., aux réseaux sociaux. Mais un des aspects importants, c'est que, en gros, une des leçons des neurosciences cognitives de la fin du XXe siècle, c'est quand même de dire que la réalité qu'on perçoit, c'est un mélange entre des données qui nous viennent du monde extérieur, si on veut appeler ça comme ça, et puis des choses qu'on projette à la lumière de plein de choses. Et qu'on peut parfois algorithmiser, ou en tout cas qu'on peut décrire des inférences, des désirs, des attentions, etc. Et donc, mais même dans les choses très basiques, même le visage de vous que je perçois, voilà, et réciproquement, hein, ça donne chair presque à l'idée kantienne entre le noumen et le phénomène. C'est-à-dire que je n'accède pas à votre visage, il reste là-bas, là. Mais par contre, j'en ai une expérience. Et cette expérience, c'est la mienne. Et souvent, le court-circuit intuitif, c'est de penser que ce à quoi j'ai accès, c'est votre visage. Donc il y a tout un travail. Pour moi, c'est une des dimensions du travail de la culture, c'est d'arriver au-delà des neurosciences, de prendre conscience de notre statut d'interprète du monde. Et donc de toujours avoir cette idée qu'on a une part active dans ce que nous vivons et ce que nous percevons de la réalité. Et c'est quelque chose qui a plein de conséquences, même éthiques aussi, sur comment du coup, sans basculer dans un relativisme, si vous voulez. C'est pas dire que vous n'êtes pas là, etc. Donc il y a toute une éducation à faire là-dessus. Et donc de ce point de vue-là, la bulle, les effets bulles, disons, en faisant que les événements, les informations que vous percevez du monde extérieur, en fait, elles sont déjà en boucle avec vous. Et donc alimente l'idée que ce que vous percevez du monde, c'est le monde, alors qu'en fait, c'est vous qui le projetez même sur la bulle dans laquelle vous appartenez, est définie par
ces évolutions de comportement par vos propres postures. Donc là, du coup, ça alimente encore plus la cécité au fait qu'il y a le monde extérieur et que ce que j'en fais, c'est quelque chose de particulier. Donc je ne sais pas si je suis clair, mais je veux dire que cet effet bulle, pour moi, il est extrêmement problématique pour ça. Alors ensuite, ce que vous disiez, c'est autre chose, c'est sur l'aspect d'addiction, d'impulsivité. Vous voyez, là, je répète des choses qui me semblent profondes et très simples, mais même l'invention d'un like avec un cœur, ça veut dire l'invention du fait qu'on va vous renvoyer des éléments extérieurs selon vos comportements qui vont directement aussi valoriser des systèmes de motivation au système cérébral, de l'addiction au sens large, au sens dopamine presque, on pourrait dire, si on veut résumer un peu. Il y a ces aspects-là qui se jouent en fait dans nos comportements. Donc là aussi, c'est peut-être un autre élément auquel il faut arriver à inventer des solutions pour ne pas tomber dans ces addictions qui peuvent être effectivement extrêmement problématiques, notamment à nouveau sur la gestion de notre temps. Voilà. Mais c'est tellement vaste votre question que je ne peux pas y répondre plus. Et puis il n'y a pas une région, il n'y a pas une seule région évidemment à cibler. Aurélie, il y a quelque chose qui se profile depuis quelque temps, peu de temps, c'est le métaverse, dans lequel Facebook, dorénavant Meta, va se lancer apparemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte et est-ce qu'on peut en craindre quelque chose de particulier par rapport au Facebook classique à quoi ça va servir finalement? Alors déjà, il faut sortir du prisme métaverse Facebook. C'est-à-dire que métaverse, à la base, ça n'a rien à voir avec Facebook ou Meta. Maintenant, il s'appelle Meta. C'est important de le dire parce que en s'appelant Meta, il s'approprie en fait cette notion qui n'a rien à voir avec Facebook à la base. Et c'est une notion intéressante. Métaverse, c'est métavers, en français, c'est la contraction de méta et univers. Donc l'idée, en fait, c'est de créer un univers virtuel, numérisé, qui peut servir à pas mal de choses, dans le divertissement, dans la santé, dans l'éducation. Je donne des exemples, parce que c'est pas nouveau le métaverse, ça existe depuis un moment. Ça vient du jeu vidéo à la base, donc avec des environnements complètement immersifs dans le jeu vidéo. Après, on l'a utilisé dans la formation, les simulateurs de vol. Personne n'en parle, mais ça a été vachement... Il y a eu beaucoup d'évolutions dans ces 10 dernières années. C'est utilisé dans la santé, pour la gestion de la douleur. C'est assez incroyable ce qu'on arrive à faire. Et donc, le méta-univers, en soi, c'est ça le concept. Maintenant, ce que fait Meta, anciennement Facebook, et l'idée, c'est de créer, du coup, de faire un méta-univers, comme plein d'autres en font. Mais la crainte que j'ai... Je n'ai pas de crainte sur métavers en soi, parce que, bien évidemment, il y a des craintes par rapport donc, psychologique, sur ce que le cerveau perçoit, qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'elle n'est pas, est-ce qu'on applique les mêmes règles dans le monde virtuel que dans le monde réel, etc. C'est des questions qui se posent. Mais si on prend le cas du jeu vidéo de divertissement, de la santé ou de l'éducation, il y a des choses intéressantes à développer. Si maintenant on revient à Facebook, c'est important de différencier les deux. Ce que fait Facebook, enfin, nouvellement Meta, c'est de créer un nouvel outil, un métaverse, dans lequel les gens vont pouvoir vivre, interagir, découvrir, faire, penser. Je vous donne un exemple. On pourrait, par exemple, et moi je trouve ça passionnant, l'idée d'aller de Paris ou de Toulouse, d'aller visiter le MoMA de New York dans un métaverse. Vous imaginez l'impact pour quelqu'un pour aller voir ça, ou d'aller découvrir des lieux qui ont été détruits par la guerre, mais des lieux historiques, ou d'aller découvrir un nouveau pays, ou des choses comme ça. Il y a des choses qui existent déjà sur ces choses-là. Et donc, maintenant, si vous remettez ça dans le contexte de Facebook, je vais utiliser Facebook pour que ce soit plus simple le terme, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ce qu'ils font déjà avec l'outil Facebook, ou Instagram par exemple, qui sont de la collecte d'informations sur nos comportements qui vont être d'aimer les contenus, de commenter, avec qui on se connecte, etc., qui sont des informations en fait relativement simples. On voit déjà ce qu'ils peuvent faire avec. Là, ils vont avoir un niveau bien plus supérieur, puisqu'ils vont pouvoir collecter des informations sur nos comportements entre nous dans un univers immersif, pour aller même jusqu'à, par exemple, vous visitez New York virtuellement, et vous allez avoir, par exemple, des choses qui vont apparaître, un individu, une femme habillée d'une certaine manière, peu importe, une annonce de film ou une pancarte, une pub, et votre réaction va donner des informations à Facebook pour être potentiellement utilisée pour vous targeter avec de la pub, pour de la manipulation. Pour juste, donc même dans le métavers, on ne sera pas à l'abri de la pub. Ah bah non, ça va être pire, je pense. C'est conçu pour. Ah bah oui. Ouais. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que puis la pub, ça peut être subtil. Ça peut être un monsieur qui passe à côté avec un manteau d'une telle marque. Vous voyez ce que je veux dire? Très subliminal. Donc en fait, c'est là où je suis quand même un peu plus inquiète, c'est que je me dis, ils vont monter d'un niveau en termes de collecte de data sur nos comportements à un niveau beaucoup plus granulaire en plus. Et c'est là-dessus en fait où je m'interroge. Et quand j'entends Mark Zuckerberg qui sort toujours la même phrase, yeah, we're going to do that to connect
everybody all over the world, bla bla bla. Et je dis, ok mec, mais en fait la réalité c'est pas ça. Enfin c'est voilà. Donc je fais attention. C'est-à-dire qu'il faut bien différencier méta-univers que je trouve intéressant, intellectuellement, scientifiquement, humainement. Il y aura des questions, il y aura des soucis, on le sait, mais voilà. De l'outil qui va être développé par Meta, anciennement Facebook. Et dans l'état actuel de la technique, il faudrait qu'il y ait une suspension comment dirais-je, du monde qui nous entoure. On est quand même tenu par notre corps. Ça va être difficile d'être vraiment suffisamment immersif pour vraiment basculer, pour tromper le cerveau au point de se dire « Waouh, je suis dans quelque chose de totalement différent ». On a vu l'expérience de Second Life qui était limitée du fait des cartes vidéo et du reste, et que c'était un peu cheap, et des connexions. On va arriver à terme à quelque chose qui va vraiment nous tromper, alors qu'il faudra mettre peut-être une combinaison pour ressentir les choses, mais le cerveau... jusqu'à quel point le cerveau peut être trompé? Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des lunettes immersives, c'est quand même impressionnant. Hein. Enfin, c'est impressionnant, mais jamais on se dit, je ne suis pas on essaye de les saisir, mais il n'y a pas une suspension définitive de la crédulité ou du... Je pense que, moi qui ai déjà utilisé ce genre d'outils, ça va s'améliorer, on va avoir des capteurs de plus en plus efficaces, etc. Même si vous savez que vous n'êtes pas dans ce monde, dans la réalité, votre cerveau arrive un peu à vous tromper, ça vous amuse. C'est un jeu, c'est différent du simple jeu vidéo avec un écran où on va avoir une immersion immersive relativement simple à quelque chose où on va avoir des lunettes, où on peut potentiellement être sur un tapis roulant, où on peut... Peu importe. Oui, mais ça implique là aussi des prothèses. Est-ce que notre cerveau est vraiment trompé, Lionel? Oui, alors on a déjà des expériences magnifiques qu'on fait quasiment, pas tous les jours, mais régulièrement. Par exemple, une chose aussi simple que l'idée qu'on se fait de là où on est dans le monde, donc notre position dans l'espace, en fait. Si je vous demande où vous êtes, une question aussi simple que ça, alors vous savez, je suis à Toulouse, d'accord, et si on essaie d'être plus granulaire, en fait, c'est très rare qu'on ait l'impression d'être dans son pied, par exemple. Et en réalité, la plupart des gens ont plutôt l'impression d'être au-dessus de la taille, et puis on se rapproche, et en fait, on arrive souvent à se situer là, le point de vue qu'on a sur le monde. Et donc, des manips très simples, c'est qu'on vous met exactement des paires de lunettes virtuelles, et par exemple, des collègues en Suisse et en Scandinavie, on vous montre en fait ce que voit une caméra qui est par exemple 3 mètres derrière vous. Et en quelques temps, en quelques dizaines de secondes, quand on sonde votre conscience de là où vous n'êtes plus dans votre corps, vous êtes déjà 4 mètres derrière. Et on peut le tester de manière extrêmement subtile et marrante. Donc effectivement, on peut jouer avec ça. Mais comment le cerveau gère cette expérience extracorporelle? On revient dans des gestions de conflits d'informations sensorielles qui vont être divergentes et avec des phénomènes de priorité, notamment entre le sens vestibulaire, visuel, olfactif. Il ne faut pas oublier aussi que chaque nuit, quand vous rêvez, vous êtes dans un corps inerte et vous êtes en train de courir, de nager, de vous battre. Donc il y a ces éléments-là. Alors pour nous, on n'a pas du tout toutes les réponses et personne ne les a. On a à l'extrême dans le paysage, on va dire neuroscientifique, il y a cette question qu'on appelle the embodiment, l'incarnation de la pensée. À quel point un cerveau a besoin d'être incarné dans le reste des organes du corps, parce que c'est quand même un organe, le cerveau, mais donc dans le reste d'un corps physique, pour arriver à élaborer une pensée, une conscience de soi, etc. On n'a pas la réponse. À l'extrémité du paysage, vous avez des gens comme Damasio, qui est un très grand chercheur, qui pense que sans corps, on va dans un mur, que c'est impossible d'avoir par exemple une conscience sans avoir une équivalence, non pas qu'on puisse pas la simuler, mais que si on veut la simuler, il faut simuler aussi un corps entier, qu'on a besoin des dialogues entre le cerveau et le reste du corps. Et puis à l'autre extrême, vous avez des positions radicalement opposées, il y a ce qui est un peu dans Matrix, vous vous souvenez du film de Wachowski, ça reprend un paradoxe qui est aussi ce qu'on appelle brain in a vat, c'est imaginez que vous avez un cerveau dans un bocal et qu'on vous envoie les informations sensorielles et que vous pouvez avoir des sorties motrices, mais est-ce que vous auriez le moyen de savoir que vous n'êtes pas dans un bocal qui a été repris dans ce film, etc. La question est ouverte. Et aux deux extrêmes, moi je pense plutôt vers l'idée de période critique. On sait que par exemple pour l'acquisition du langage, on a des périodes critiques. Si vous n'apprenez pas le langage de manière socialisée à telle période, vous aurez du mal à l'avoir après, etc. Et donc je pense que pour certaines opérations cognitives, on a besoin de rapports entre notre cerveau et le reste du corps pour arriver à élaborer une conscience de soi, etc. Mais que très vite, quand cette acquisition est faite, vous pouvez avoir votre cerveau qui va tourner dans sa pensée, dans sa conscience, indépendamment du reste du corps. Évidemment, il va continuer à dialoguer avec le corps, mais sans doute pas de manière absolument nécessaire. Mais ce sont des hypothèses, hein, on revient sur... Mais il y a le syndrome de l'amputé aussi. Le cerveau reçoit quand même l'information. Des douleurs fantômes, par exemple, des membres fantômes, vous pensez à ça. C'est qu'en fait, effectivement, donc, le phénomène, il est connu depuis longtemps, mais c'est que lorsqu'on est amputé, on peut avoir parfois en fait, une représentation très vivante en caméra subjective de la partie du corps concernée. Et donc on a un collègue, Ramachandran, un neurologue américain d'origine indienne, qui avait fait ces manips remarquables dans les années 90, où il s'est rendu... Parce que souvent, les patients qui ont des membres fantômes ont des douleurs de membres fantômes. Et certaines des douleurs des membres fantômes sont liées, pas toutes, mais au fait que comme ce membre fantôme n'est plus contraint par la géométrie du corps,
eh bien, il peut y avoir un corps, par exemple, imaginez une main qui est amputée, mais qui va être positionnée à 180 degrés sur l'avant-bras, ce qui fait très mal si c'était possible. Et donc son idée, c'était de se dire, il y a beaucoup de patients qui ont mal parce qu'en fait, ils ont leur membre fantôme qui n'est pas contraint par la géométrie du corps dans des positions impossibles et qui font très très mal. Et donc il a inventé une boîte avec un miroir de chaque côté, et le patient met sa main saine, et ça lui permet d'avoir l'image en miroir de sa main amputée, et le fait de renvoyer à votre cerveau l'image de la main qui n'existe plus, mais dans une position non antalgique, supprime la position antalgique, la position douloureuse. Et donc, il avait cette formule de dire que c'était le premier médecin à avoir réussi l'amputation d'un membre fantôme. Et voilà un type d'exemple. Donc, tout ça pour dire que ces domaines, métavers, réalité virtuelle, ils ont également une valeur scientifique pour nous intéressante pour savoir comment on fonctionne et qu'on en sait très peu pour l'instant. Voilà, on a quelques briques, c'est plutôt une sorte de tableau impressionniste, on a quelques éléments, mais on est très loin d'en avoir fait le tour. Je voulais juste faire un petit point par rapport, c'est complètement futile par rapport à tout ce que vous venez de dire, mais sur le fait de tromper son cerveau, moi ça m'arrive tout le temps, et chaque fois je me dis, mais Aurélie, t'es idiote. Je suis dans un train, à l'arrêt, dans une gare, et le train d'à côté démarre. J'ai l'impression que c'est moi qui bouge, mais j'ai l'impression de bouger physiquement. J'ai l'impression que mon corps ressent une certaine force. Absolument. Alors que pas du tout. Il n'y a pas de force qui agit. Et dès que je réalise qu'en fait je ne bouge pas, je ne ressens plus aucune force sur mon corps. C'est bizarre. Ouais, c'est très commun et c'est universel. Hein, ça. Donc ça veut dire qu'à terme, on aura un métavers et des algorithmes suffisamment au point pour nous faire ressentir ce genre d'expérience ou pas? Moi, je peux pas vous dire ça. Je n'arrive pas à me projeter. À chaque fois, autour. oui, on vous somme. Et à chaque fois, vous devez dire, on vous dit les algorithmes, ça nous fait flipper. Vous dites, mais non, pas tous, soyez pas manichéens. On vous dit l'effet bulle. Vous en avez pas marre finalement? Donnez-nous un truc positif sur les algorithmes. Arrêtez d'avoir peur. Écoutez, il y a pire. Non, je veux dire, Boris, il y a pire, c'est que parfois je sens une agressivité des gens. Quand voilà, d'ailleurs, vous serez gentil après, hein, mais parfois les gens disent oui, c'est à cause des gens comme vous, Facebook, machin. Je sais pas, en fait pas du tout. Mais voilà, c'est un peu, c'est pas manichéen. Voilà, c'est une science qui n'est pas manichéenne. Moi, je connais des chercheurs formidables à Facebook, je connais des chercheurs formidables dans le public, dans le privé, peu importe. Je veux dire, c'est ce qu'on en fait, c'est comment on le développe, et c'est surtout ces propriétaires d'outils. Parce que vous n'imaginez pas à quel point, même quand vous travaillez dans une entreprise comme Meta, anciennement Facebook, vous travaillez sur une petite partie qui va ensuite être intégrée dans un truc beaucoup plus grand sur lequel vous n'avez pas forcément d'emprise. Et donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Mais après, on a la responsabilité individuelle et collective, bien évidemment. Mais ne pensons pas que c'est une science manichéenne, c'est ce qu'on en fait. Alors, il y a un point que j'aimerais bien qu'on aborde avant la fin, parce que je vois que l'heure tourne. Finalement, parce que le sujet, et on a des questions évidemment. Donc, on est dans l'effet du numérique sur le cerveau. Bon, dans le cadre du projet Neuralink, Elon Musk a réussi à faire communiquer un singe avec un outil numérique. Simplement, donc, par ses ondes cérébrales, il commande la machine numérique en question. Alors, la question que j'aurais posée à Lionel, c'est celle de savoir si, à l'inverse, on pourrait imaginer qu'un outil numérique quelconque puisse être implanté dans le cerveau, une puce électronique, quelque chose, qui apporterait directement des informations au cerveau. Je ne sais pas, par exemple, vous passez quelque part, on va vous donner des informations sur le bâtiment devant lequel vous passez. Ou, bon, il peut y avoir des puces GPS, etc. Est-ce qu'il est pensable de faire communiquer un jour l'activité d'une puce avec l'activité du cerveau, qui n'a rien à voir, puisque c'est des courants électriques véhiculés par des ions, finalement. Et là, dans l'autre cas, c'est des électrons. Alors, comment est-ce qu'on pourrait connecter les deux? Est-ce que vous pensez que ce sera un jour possible? Vaste question, hein, à nouveau. Oui, c'est ça. Non, écoutez, moi, je pense à nouveau aussi que dans toutes ces questions-là, le pire à faire, à nouveau, c'est de sanctuariser. Et qui conduit un peu aux deux écueils qui pour moi sont les mêmes écueils, une sorte de même méta-écueil, si on peut reprendre méta dans un autre sens encore, c'est de dire le côté cervolatrie, de dire on se prosterne devant le cerveau parce que c'est le cerveau, je trouve ça catastrophique, et le fait de se dire va des rétros parce que moi c'est moi et le cerveau je m'en fous, ça me paraît aussi idiot, et donc de poser les questions de manière rationnelle. Donc, par exemple, face à ce que vous dites, alors premièrement, techniquement, on sait qu'on peut déjà faire des interfaces entre un cerveau et des machines. Il y a un truc qui est déjà assez vieux depuis les années 80 et qu'on peut essayer d'utiliser chez certains patients. Pour l'instant, chez les patients, et j'ai des collègues à Lyon avec qui on a une thèse qui avance là-dessus, mais par exemple, on sait très bien que si on peut écrire un texte avec son cerveau, si vous voulez. C'est-à-dire que par exemple, on vous montre un écran
avec un alphabet qui est réparti en tableaux, des colonnes et des lettres. Et puis on vous demande simplement, vous devez penser à la lettre que vous voulez utiliser, écrire. Et puis vous devez y penser lorsque donc chaque colonne s'allume à tour de rôle et chaque ligne ensuite. C'est lent comme ça. Et puis du coup on peut déterminer ce qu'on appelle la P300, qui est une réponse cérébrale assez facile à voir, qui permet de dire ah là vous avez fait attention à cette colonne et ah vous avez fait attention à cette ligne. Et donc par l'intersection, avec 2 réponses, on peut avoir la lettre parmi les lettres de l'alphabet que vous voulez utiliser. Et comme ça, avec des algorithmes d'écriture, de complétion d'écriture, vous pouvez essayer d'écrire un texte. Donc, ça veut dire que ça pourrait être très utile pour ceux qui souffrent du locked-in syndrome. C'est spécifique, particulièrement ça, en fait. C'est conçu initialement et utilisé avant tout en médecine dans ce cadre-là. Et puis chez des patients, par exemple, qui ont une maladie de Charcot dans une forme avancée, qui sont conscients mais qui ne peuvent pas, qui sont paralysés, ou pour des situations comme des syndromes de Guillain-Barré très sévères. Donc il y a un certain nombre de situations neurologiques dans lesquelles, mais vous avez parfaitement raison, le locked-in syndrome, c'est l'exemple typique. Alors, donc juste pour dire, c'est possible. Donc une fois qu'une technologie est possible, d'après moi, il y a quelques questions qu'il faut se poser et qui doivent guider notre décision individuelle et collective. La première, d'abord, c'est en médecine, c'est la balance bénéfice-risque. Quel est le risque en question? Quel est le bénéfice que je peux attendre? Si on se retourne à nouveau, je peux faire l'analogie avec le passage dans l'histoire, de manière un peu imagée, inventer le livre, eh bien, en termes de risque, ce n'est pas très risqué en termes individuels, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Si demain vous devez avoir une implantation intracérébrale d'une puce, il y a des risques d'hémorragie, des risques d'infection, il y a beaucoup de risques particuliers. Au passage, vous savez que dans la maladie de Parkinson, il y a des stimulateurs qui ont déjà montré leur efficacité, donc il y a beaucoup de patients, c'est une invention française à Grenoble, qui a permis, en fait, avec Benabid et Pollack, d'arriver, et c'est un traitement mondial, donc on peut le faire, c'est pas qu'on ne peut pas le faire. Donc quand on peut le faire, de se dire, est-ce qu'il y a une balance bénéfice-risque favorable ou pas? Si ce premier truc est passé, une deuxième question qui me semble très importante aujourd'hui aussi, c'est de faire la part entre la réalité et le fantasme. Il y a énormément de fantasmes dans ces dispositifs, souvent pour des raisons aussi marketing, de levée de fonds, de start-up, etc., de vendre du rêve auquel les gens veulent vraiment croire, et qu'il y a souvent un écart entre le décomplexé de la prétention et la pauvreté scientifique. Donc de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais si vous avez une technologie qui passe les 2 premiers, vous dire bénéfice-risque, il y a un bénéfice. Ce n'est pas que du fantasme, il y a vraiment un effet positif. Troisièmement, à ce moment-là, vous devez vous dire, premièrement, est-ce qu'il y a des risques de facteurs de justice sociale? Une fois de plus, imaginez quand vous décidez d'inventer le livre, je schématise, parce que ce n'est pas risqué, il y a un bénéfice certain, et parce que ce n'est pas que du fantasme. Quand vous allez créer des civilisations de l'écrit, vous allez créer en même temps du handicap. C'est-à-dire que les gens qui n'auront pas assez accès à cette technologie culturelle, ils vont être handicapés. Et ça finit en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a un droit à l'éducation. Donc vous avez le droit, vous pouvez créer des dispositions politiques au sens noble et général du terme pour se dire, une fois qu'on considère qu'une technologie vaut le coup, le risque peut être joué, qu'il y a vraiment une utilité, eh bien on se donne les moyens de prendre en compte toutes les conséquences d'injustice. Et le dernier facteur qui me paraît important, pour moi c'est les 4 questions qui balisent cette question-là, c'est les aspects, le risque de normalisation. C'est que souvent quand on va améliorer quelque chose, ça opère un champ de réduction de qu'est-ce que c'est que la pensée sur une performance qu'on va valoriser. Mais que, par exemple, penser, ce n'est pas uniquement compter, ce n'est pas uniquement accéder à une information. C'est aussi d'autres dimensions de la subjectivité, de l'imagination, du rapport intersubjectif, de la confiance. Et donc, il y a un risque, là aussi, de normalisation de la pensée, en résumant faussement, là, par une sorte de peau de chagrin, où vous résumez la pensée à ce que vous savez améliorer de la pensée. Et en sachant que tout ce que vous ne savez pas faire sur la pensée, mais qui néanmoins est très important, vous allez l'occulter. Donc je pense que pour moi, en tout cas, c'est... et au CCNE, au Comité national d'éthique, on avait proposé un avis sur la neuroamélioration. Et suite à cet avis, ensuite, voilà, pour moi, c'est ces 4 questions qui me semblent intéressantes de poser. Et donc, du coup, à la fin, c'est, voilà, je ne suis pas va des rétros contre la technologie, je ne suis pas cervolâtre, mais si on me propose quelque chose, je dis, alors, est-ce que ça marche pour ces 4 questions? Et pour l'instant, alors, il y aura des choses, mais le truc de Elon Musk, je ne sais pas, je n'ai pas lu ses dernières manips, mais... en tout cas, pour moi, c'est la table de route qui permet de naviguer. En tout cas, on aura appris que vous n'êtes pas cervolâtre. On a eu des questions. On me les a envoyées directement sur ma tablette, comme quoi c'est bien fait, c'est la modernité. Vous dites que les algorithmes et l'effet bulle sont des effets pervers, mais est-ce que ce ne sont pas des mécaniques très humaines, finalement? On aime tous être rassurés, avoir des infos qui renforcent nos convictions. Ça semble être naturel. Oui, alors je vais laisser Lionel répondre. Oui, parce qu'en fait, technologiquement parlant, on peut faire un truc, par exemple, c'est de créer un petit bouton sur Facebook, enfin, les gens qui développent Facebook, bien évidemment, un petit curseur ou un bouton qu'on voudrait enclencher pour voir le contenu d'une personne qui est diamétralement opposée à soi dans la classification. On peut faire ça technologiquement parlant. Et je me suis dit, si on le fait, on risque d'avoir des traumatisés. Et parce que ça doit être... Mais en même temps, je trouvais ça intéressant, l'expérience. Bon, ça n'a pas été fait, hein, mais je trouvais ça intéressant.
Oui et non, enfin oui, on est rassuré, c'est pour ça que l'effet bulle existe naturellement dans la société, hein, bien évidemment, mais je pense que si on a conscience du fait qu'on est dans une bulle et qu'on est potentiellement manipulable, la nature humaine est aussi de sortir d'une manipulation pervasive, j'ai l'impression. Mais après, je laisserai plutôt Lionel répondre à cette question. Non, je suis complètement d'accord avec Aurélie, hein. Donc évidemment qu'il y a une part de responsabilité. Et on revient au tout début. C'est que par exemple, moi je travaille sur la conscience. Et donc en quoi la conscience est une propriété mentale ou une fonction, ou ce qu'on l'appelle comme on veut, mais qui se distingue du riche corpus de fonctionnement non conscient. Un des points, c'est notamment la spontanéité et l'inventivité et le fait de mettre en relation des champs et des modules cognitifs totalement différents. Donc pour l'instant, tous les algorithmes dont on parle, et la personne qui pose la question a raison, ils sont conçus par l'humain et ça veut dire qu'ils sont en fait très modulaires, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir dans une dimension, dans un problème qu'on leur soumet. Et c'est peut-être que l'interaction avec algorithmes et robots et des comportements plus libres et ouverts, de voir comment va se comporter un système pareil face à l'imprévu, face, comme ce qu'on fait là, d'échanger et de réagir en single shot, immédiatement, sans qu'il y ait eu d'apprentissage sur quelque chose. Il y a des gens qui travaillent là-dessus d'ailleurs, le one-shot learning and less than one-shot learning. Mais c'est pas vraiment du one-shot learning en fait, ils travaillent sur une classification, une pré-classification.